Bonjour, c'est Cyril Domoro, ex-international ivoirien. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue une fois de plus à cette édition de l'actualité du sport à l'international. Nous sommes en direct, bien sûr, sur les antennes de Canal 2. Au sommet de cette édition, beaucoup d'actu autour des Lions, également autour de Coton Sport, bien évidemment, le fameux Mirabo Marob avec le petit journal. Voici le sommaire de Samedi Sport. Coupe du monde féminine, avec le parcours des Lions, le phénomène Ngana Mouit, qui est-elle? Focus local, pourquoi Coton Sport, après tant de titres, ne voit presque jamais cette poule en sélection? Existe-t-il un anti-Coton Sport? La finale NBA avec le duel LeBron James et Stephen Curry, qui pour le sacre? Le magazine Forbes a annoncé la liste des sportifs les mieux rémunérés de la planète. Qui sont-ils? Et quels sont le classement des sportifs camerounais les mieux rémunérés au monde? Monsieur et dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui est aujourd'hui constitué de Georges Gimbos qui nous revient. Georges, bonsoir. Bonsoir Edith. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, après un petit bref séjour du côté de la région parisienne, d'ailleurs vous avez assisté à la rencontre du Cameroun, la rencontre amicale, vous revenez parmi nous. Oui, ça a été très intéressant de faire ce petit déplacement et de vivre de près ce petit détour des Lions en Europe. Et voilà, j'ai 2 ou 3 choses à dire là-dessus. Donc c'était intéressant. Ouais. D'accord, puisqu'on y est, on va l'aborder. À ses côtés, le journaliste de Radio Sport Info, celui qui fait chavirer les cœurs, hein, pour ceux qui écoutent bien sûr ce média de temps en temps et qui commente l'ensemble des matchs, notamment sur ce média. Charles Dougas Demba, bonsoir. Bonsoir Rézi Giscard, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. On espère qu'on va éclaircir quelques lanternes à l'issue de nos merveilleuses analyses. Effectivement, bienvenue une fois de plus Charles Dougas Demba. On en profite bien sûr pour aborder cette première rubrique intitulée la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse cybernétique locale et de la presse sportive internationale. Au montage, Richana. Cook meat properly. Cuisez la viande correctement. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. Le site Bois Football fait un zoom sur la participation et la qualification historique des Lions pour ce mondial féminin. La situation des primes toujours pas définitivement close est aussi analysée. Camfoot se projette déjà sur le duel des Lions face à la grande muraille chinoise. Une rencontre qui pourrait inscrire les Lions dans la légende du foot mondial. Le don de 23 millions de francs CFA offert aux Lions par Bocom fait aussi la une de Camfoot. La presse turque Photomac annonce l'arrivée de Mbia en Fanfa en Turquie pour officialiser sa signature. Selon de Mirosport, l'entraîneur de Citizen Pellegrini aurait fait de Jack Wilner sa priorité après l'échec de la négociation avec Sterling de Liverpool. À Bola, le quotidien portugais rappelle comme prévu, Jorge Jesus s'est engagé pour 3 saisons avec le Sporting de Lisbonne et prépare déjà son mercato. El Corriere dello Sport annonce ce coup de tonnerre en Italie avec Carlos Tevez qui aurait décidé de retourner évoluer en Argentine et notamment à Boca Juniors, et Mandzukic aurait été désigné pour le remplacer. As fait état de l'intérêt continu du Real Madrid sur le cas Kun Agüero qui brille déjà en Copa América. Selon El Mundo Deportivo, Pogba serait déjà en attente du Barça, sauf qu'il manque l'accord avec son agent et la volonté du joueur de rester 1 an de plus à la Juventus est parti juste après la Coupe d'Europe. Dans tous les cas, l'alternative à Pogba, selon le quotidien Sport, est Kondogbia, taxé par Monaco à 30 millions d'euros, et le Français serait prêt à tout pour s'engager avec les Blaugrana. L'équipe évoque le balai de l'équipe de France face au Mexique 5-0 et surtout le sacre de la franchise de San Francisco en NBA qui a remporté un autre titre 40 ans après. L'hebdomadaire France Football s'étend sur le cas Platini qui hésiterait entre l'UEFA et la FIFA. Côté mercato, selon l'hebdomadaire, les records vont une fois de plus tomber. Votre Média Presse incident se termine. Il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bonjour. Suivez Samedi Sport sur Canal 2 International. C'est reparti hein, pour le plateau de Samedi Sport. On va aborder le premier sujet de cette édition autour du phénomène des Lions indomptables, Ngana Mouit. Avant d'aborder cela, bien sûr, on va d'abord s'intéresser d'ailleurs à la performance de ces Lions avec nos panélistes ici présents. Alors, avez-vous Charles Dougas Demba qui commentait régulièrement ces matchs, qui suivait ces Lions à la loupe. Comment avez-vous trouvé déjà le début de ce tournoi, la performance de ces Lions? La performance de ces Lions qui a déjà amplement été saluée par le public camerounais et les médias y compris. Il faut dire qu'à la surprise générale, on s'attendait peut-être à une victoire des Lions face à l'Équateur, une belle entrée en matière, mais peut-être pas aussi éclatante, aussi rayonnante, 6 buts
à 0 face à l'Équateur. C'était un score magistral. Maintenant, pour revenir sur les performances individuelles, on parlait tout à l'heure de Gaël Ngana-Muit. D'ailleurs, face à l'Équateur, restons d'abord sur la performance face à l'Équateur. N'avez-vous pas été surpris de cette performance parce que les Camerounais dans l'ensemble n'y croyaient vraiment pas, au vu des circonstances dans lesquelles elles se sont rendues, notamment au Canada? C'était une surprise pour le profane, pour ceux qui ne suivent pas tout le temps le football féminin. Mais il faut dire que depuis un moment, la préparation a été très difficile pour ces filles depuis le Cameroun. Mais car Renon Gachou qui a sorti de ses propres moyens pour faire des stages de recyclage et surtout qu'il pouvait compter sur des joueuses internationales qui évoluent du côté de l'Hexagone, du côté de la Suède, du côté de l'Allemagne. Ce n'est pas une véritable surprise pour ceux qui scrutent au quotidien l'univers footballistique féminin. Mais sur 23 joueurs qui évoluent au sein de cette sélection, on note la présence de 11 joueurs qui évoluent localement sur place, ou tout du moins au Cameroun. Comment pouvez-vous, quelle analyse que vous faites par rapport à ce scénario, surtout que l'on sait qu'au Cameroun, il n'existe quasiment pas de championnat local? Ça reste un imbroglio total, le championnat qui ne se joue pas, mais on se demande comment ces filles font pour avoir un tel niveau en Coupe du Monde. On pense à Chouta Diarra de Love Miprof, on pense à Aboudi Ogene de Love Miprof, à toutes ces filles. Je crois que c'est à la faveur des stages répétés et répétés de Karenon Gachou. Il faut dire quand même aux téléspectateurs de Canal 2 que à ce stage-là, Karenon Gachou convoquait uniquement les filles qui, enfin pas évoluaient au Cameroun, mais qui avaient des équipes ici. Donc du côté de l'Europe, elles jouaient, elles étaient dans le club. Maintenant, à revenir ici, il fallait qu'elles soient en jambes, qu'elles aient de la compétition dans les jambes. Même s'il n'y avait pas de sparring partner de haut niveau, sparring partner internationaux, elles ont quand même eu à faire quelques kilomètres, une préparation bien axée avec Karenon Gachou. Alors, Georges Grimbous, avec vous, la performance justement de ces Lions, au vu des circonstances qu'on a ainsi relatées dans votre cas, ça vous a semblé être une surprise? Mais, dans un certain sens, oui. Parce que dans les circonstances qu'il a très bien évoquées, sans championnat, sans compétition dans les jambes, c'est assez surprenant à ce niveau quand même de la compétition de voir les performances de ces jeunes dames. Tout le mérite leur revient, et ainsi qu'à leur entraîneur qui fait du formidable travail et qui fait du don de soi. C'est une véritable leçon de patriotisme. Dans certains cas, dans d'autres disciplines, ou alors chez les hommes, on a souvent vu des équipes refuser de participer à des compétitions pour des problèmes d'argent. Là, on voit un Camerounais qui, malgré le fait qu'il n'était pas accompagné financièrement, a accepté de mettre du sien, de mettre de sa poche pour que. Quelle analyse faites-vous de ce modèle, on peut appeler cela ainsi, de ce modèle de patriotisme? Ben, je ne sais pas quelle analyse je peux faire, juste je trouve déplorable ou dommage qu'un monsieur comme celui-là, je ne le connais pas très bien, mais il m'a l'air d'être très simple, très humble, et c'est pas le Camerounais le plus connu dans le milieu du football. Et il est quand même dommage de constater que ceux qui font de bonnes choses, ceux qui travaillent pour l'intérêt et l'avancement de notre nation ne sont pas toujours célébrés à leur juste valeur. On en a d'autres qui font pas grand-chose pour le sport au Cameroun, mais c'est eux qu'on voit dans les médias, c'est eux qui gagnent beaucoup d'argent, et c'est bien dommage. Donc je dis vraiment, tout le mérite revient à ces jeunes filles et à cet entraîneur, et elles ont réussi quelque chose de formidable. Moi, je l'avoue, personnellement, je ne suis pas au quotidien le football féminin, mais elles ont réussi. Chaque fois que j'ai mis un match des Lions, je me suis dit, bon, je vais regarder 30-40 minutes, je vais passer à autre chose. Mais à chaque fois, je suis allé jusqu'au bout des matchs. Ça veut dire que même techniquement et tactiquement, c'est assez intéressant. Donc, on ne regarde pas juste parce que c'est le Cameroun, mais produisent un spectacle saisissant qui nous donne envie de voir leur match. Et en termes tactiques, justement, comment trouvez-vous l'alignement que Enon Gachou parvient à mettre en place et surtout le respect des consignes de ces joueuses-là? J'ai été très impressionné. Et j'ai été d'autant plus impressionné que je venais de voir 3 matchs d'affilée des Lions. Et je ne me suis pas empêché à chaque fois de faire des comparaisons. Chaque fois que je regardais le match, je me disais, mais qu'est-ce qui empêche qu'on ait une telle animation chez les hommes? Je veux pas, bon, après, les hommes, les femmes, c'est pas la même chose, mais je veux dire, chez les femmes, à niveau équivalent, c'est-à-dire lorsqu'elles rencontrent d'autres femmes, je vois l'animation, je vois la motivation, je vois l'envie. C'est pas toujours la même rigueur tactique, je dois l'avouer. Nos Lyonnais, elles sont beaucoup plus dans la motivation, elles sont très fortes techniquement et très fortes physiquement. Tactiquement, je trouve qu'elles ont quelques lacunes. Mais quand même, je suis assez impressionné de voir dans l'animation, dans l'envie, dans l'enthousiasme, dans le dynamisme qu'il y a dans cette équipe. Je suis très impressionné, et franchement, je demande où ils vont chercher tout ça. Connaissant tous les problèmes qu'il y a autour, ils ont des problèmes de prix, mais ils ne sont pas payés. Mais malgré ça,
elles prennent du plaisir à jouer et elles se font plaisir. Je voulais réagir à la suite de Georges. Hein. Comme bon nombre de Camerounais, ils ont tout fait de comparer, je comprends, cette équipe à la sélection fanion masculine. Mais il faut ici rappeler que les 3 matchs des Lions indomptables, les 2 matchs amicaux Burkina Faso, République démocratique du Congo, ensuite le match face à la Mauritanie, je crois que ces matchs surviennent à la fin des grands championnats. À la fin des championnats, donc les garçons, c'est pas pour leur trouver une excuse, mais quelque part, ils ont la tête dans les vacances, ils sont fatigués, ils ont joué beaucoup de matchs, il y a l'intensité. Or, quand on regarde l'équipe nationale féminine, il y a des filles qui, cette saison, s'il y en a une au Cameroun, championnat féminin, n'ont pas joué 10 matchs. Il y en a d'autres du côté de l'Europe. On pense à Gaël Nganamuit, on pense à Mefo Meto, on pense à Katim Bonjour. Certes, elles ont joué, mais ce n'était pas la même intensité. Qui plus est, elles sont en compétition internationale. Il n'y a pas beaucoup de Lions qui ont 40 matchs dans les jambes cette saison, ça on peut en être sûr. Il n'y en a pas beaucoup qui sont titulaires dans leur club, donc vraiment ça peut tenir pour des gens qui sont titulaires à temps plein dans leur club, qui jouent 50 matchs par saison. D'accord, je concède que cela. Ça manque de jeu autant, que ça manque d'animation, que ça manque de technique à ce niveau quand même, c'est pas excusable. Je concède cela, Georges, mais ce n'est pas le même contexte. Les filles sont en Coupe du Monde, le discours n'est pas le même. Caroline Ngachou demande aux filles de jouer pour leur carrière, parce que certaines ont fait pratiquement 10 ans au Cameroun, elles doivent se chercher, aller jouer et faire fortune ailleurs, où les choses sont un peu mieux structurées. Maintenant, côté masculin, j'accepte. Et on sait que techniquement et tactiquement, c'est pas ça, surtout tactiquement, où tout le monde tire sur le sélectionneur. Mais quand même, c'est une équipe qui n'a pas cette stabilité, ce vivre ensemble, parce que le sélectionneur, depuis qu'il est en poste, il a utilisé pas moins de 60 joueurs. D'accord, sur la qualification justement, avant que... Oui, Georges. Je m'excuse d'ailleurs d'avoir fait le parallèle, parce que je trouve qu'on est en train d'enlever encore quelque chose à ces jeunes dames. Je trouve qu'on devrait se concentrer sur elle et rester sur elle. Je préfère ça. Voilà. D'accord, justement sur la qualification des Lions pour cette compétition, on a vu la performance face à l'Équateur, ensuite la défaite face au Japon, et puis cette formidable victoire face à la Suisse. La capacité à pouvoir atteindre ce niveau de performance, notamment face à la Suisse, en rappelant c'était mené au score tout de même. La capacité à atteindre ce niveau de performance est exceptionnelle. Et Jessica, je pense que ce sont des filles qui suivent le discours à la lettre de Caroline Ngachou. Je vais juste rappeler à l'attention des téléspectateurs de Canal 2. En Namibie, en 2014, ces filles ont joué la finale face au Nigeria. Il n'y avait même pas un soubresaut de soupçon qu'elles pouvaient battre le Nigeria dans cette finale-là. Tellement le Nigeria était dominateur dans cette finale, tellement elles ont donné avec leurs moyens. Mais quelques mois après, à peine 5-6 mois, on voit une autre équipe, un autre niveau de jeu. Elles se sont vraiment transcendées. Ça n'a rien à voir. Maintenant, pour le niveau de la compétition, il faut être humble et accepter, même nous qui suivons cette équipe au quotidien, que ces filles ont vraiment évolué. Edith Giscard avec un Caroline Ngachou qui, on se demande bien ce qu'il fait à la pause. Parce que certes, dans les rencontres face à l'Équateur, face à la Suisse, face au Japon, la première période n'avait rien à voir avec la seconde période. En seconde période, toujours, on a senti qu'un discours est passé, les mêmes revenaient et les mêmes se transcendaient. Ce n'était plus ça. Ces filles, c'est surtout une histoire de mental et jusqu'à dans cette Coupe du Monde pour leurs prestations. Alors le cas, vous avez évoqué le cas Inongachou, rappelons-le tout de même, qui, d'après certaines sources, est assez sollicité, notamment par la sélection sud-africaine féminine pour pouvoir l'encadrer pour les prochaines saisons. Alors, un mot, chacun d'entre vous, pour le cas Inongachou. Comment trouvez-vous ce monsieur, ce personnage? Un mot, respect. Intelligent. Très bien. On va donc évoluer par rapport à cela pour justement évoquer le phénomène Nganamuit. Avant cela, on vous invite à suivre ce but qu'elle a inscrit au championnat russe il y a très peu de temps. Anstoßpunkt versenkt Gaël Nganamuit den Ball im Tor. Gegner Polja Revac hat keine Chance. 7:0 gewinnt Spartak am Ende das Finale. Nganamuit steuert 2 Treffer bei. Ihr Tor 3 Sekunden nach Anstoß ist aber ganz klar das spektakulärste Tor der Partie. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi attentivement, alors c'était Nganamuit justement en championnat russe il y a environ 2 ans qui se met du milieu de terrain à 3 secondes après le sifflet, inscrit un but, l'aube le gardien. Pour juste évoquer une fois de plus que le talent qu'on découvre chez cette joueuse n'est pas le fruit du hasard.
Chaldoura Zemba. Ce n'est pas le fruit du hasard parce que elle faisait déjà de très bonnes choses du côté de l'Orema à Yaoundé où elle a évolué ici au Cameroun. Ensuite, elle part de l'autre côté pour connaître le haut niveau. Ça met un temps d'adaptation, mais après, elle se sent à son aise. Elle prend le rythme de la compétition. Ça, c'est un but qui prouve quand même qu'elle a du génie. C'est un but qui montre que c'est une fille qui a de la suite dans les idées et il y a un brin de génie dans tout ce qu'elle fait. Alors, on va toujours évoluer avec le cas Nganamout. On va voir les statistiques justement de la jeune Gaëlle Nganamout, hein, qui décidément est très performante. L'âge 23 ans, son club actuel Eskituna United en Suède, son palmarès, vainqueur des Jeux africains en 2011 à Maputo au Mozambique. Et elle a remporté également le championnat russe 2012-2013 avec notamment son club qu'on a vu à l'instant. Et le cas justement Nganamout nous amène à comprendre que décidément au sein de cette sélection, c'est né un leader. Est-ce que vous considérez, au détriment peut-être de la jeune Abou Nguéné, que c'est elle aujourd'hui qui symbolise au mieux cette sélection? Je vais me rejoindre Georges dans la comparaison. On ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui chez les Lions indomptables que Clinton J est un leader dans cette équipe. C'est un tout petit peu le même profil. Quel rapport que vous faites entre les deux, Nganamout et Clinton J? C'est la coiffure peut-être? Non, pas la coiffure. Okay, le talent, le jeu. Nganamout a frappé directement aux yeux des Camerounais. Elle a été aussitôt adoptée comme si le profane la connaissait depuis. Je crois que ces 3 buts qu'elle a claqués en début de compétition face à l'Équateur lui ont valu ce que ça lui a valu. En plus, c'était son jour anniversaire. Sa coiffure de guest star lui donne encore un peu d'amour, un peu de charme aux yeux du public. Je voudrais juste dire que Nganamout est sur une patte ascendante. Si vous regardez sa marge de progression qui est encore énorme, elle quitte le Cameroun pour la Russie. En Russie, elle fait un an, 2012-2013, elle quitte la Russie et pas en Suède. La Suède est considérée aujourd'hui comme l'un des meilleurs championnats féminins en Europe. Je crois que elle a fait du boulot et si elle a ce niveau-là, ce n'est pas le fruit du hasard. Alors justement, meilleur champion féminin, on va voir justement son club dans lequel évolue Nganamout. On remarque bien sûr que son club a fait le plaisir de faire un petit coucou à la Fédération camerounaise avec le logo qui est marqué dessus. Justement, on en profite également pour passer une autre information parce que beaucoup ne se sont peut-être pas rendus compte. Il y a une autre Camerounaise qui s'est illustrée durant ce mondial, notamment Négel Thérèse, qui est l'arbitre, qui justement par rapport à la goal line technologie, qui a été instaurée pendant cette compétition pour la première fois. La FIFA a instauré justement la goal line et elle a entré dans l'histoire parce qu'elle a été la première à appliquer justement, durant la rencontre qu'elle a arbitrée, à faire appliquer justement cette paramètre cette technologie de la goal line. La technologie de la goal line, ça va soulager les arbitres, même si je fais chemin commun avec ceux qui pensent même si certains pensent que c'est un gadget de luxe, de riche, c'est ça? Pas forcément un gadget de luxe. S'il faut, aujourd'hui, le football se veut de plus en plus moderne. Et maintenant, si on a les outils technologiques qui peuvent aider l'homme à avoir un jugement tout aussi impartial, pourquoi pas cette goal technologie et que ça arrive au Cameroun, je ne sais pas si de mémoire le Cameroun a eu des faits divers avec des buts refusés sur la ligne ou pas, mais c'est sa chance et elle a bien appliqué, paraît-il, d'après nos informations, elle a bien dirigé le match Colombie-Mexique. Alors Georges Guimbaud, justement, Négel Thérèse, qui est une arbitre décidément avec beaucoup de qualité, mais comme on l'a dit tout à l'heure, dans un championnat tout de même qui n'existe quasiment pas, on veut se poser de manière objective, très objectivement, comment se fait-il, vous qui êtes dans le milieu du foot, que dans un championnat, dans une situation où on n'a pas de championnat local, on parvient à avoir une arbitre qui se retrouve à ce niveau, même si on en est très fier en tant que Camerounais. On n'a pas de championnat, mais on a une fédération. C'est à partir du moment où on a une fédération qui est membre de la FIFA. Donc, dans toutes les compétitions de la FIFA, les Camerounais ou les Camerounaises auront toujours leur chance. Maintenant, ce sera à ceux qui seront sollicités de savoir la saisir. Tout ce qu'on peut dire par rapport à que ce soit les filles, que ce soit cet arbitre-là, c'est de dire, moi j'aime bien le rêve en fait. Et moi je dis, le sport ça concerne des personnes d'un certain âge, donc relativement jeunes.
nous sommes dans un pays où le contexte socio-économique n'est pas toujours évident et il est très important que ce genre de personnes contribuent à faire vivre le rêve, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours se limiter aux obstacles, il ne faut pas se limiter aux difficultés, il faut aller au-delà, il faut croire en ce qu'on fait, il faut travailler. Voilà des jeunes filles qui n'ont pas de championnat mais qui sont en train de se qualifier pour un second tour. Voilà une jeune dame qui, dans un pays qui n'a pas de championnat féminin, est quand même arbitre dans une Coupe du Monde. Elle représente le Cameroun valablement. Voilà, et en plus, elle se fait remarquer positivement. Donc, c'est une très bonne chose pour le Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas au niveau du sport camerounais, mais elles ne se sont pas arrêtées à ça. Elles ont continué à travailler, elles ont cru et elles font honneur au Cameroun. Très bien, on va donc profiter pour passer, n'est-ce pas, à la seconde rubrique de cette édition. Vous êtes habitués au Man of the Day, les championnats européens étant à la trêve. On a pensé pour vous un autre concept qu'on a appelé l'actu mercato, tout simplement l'actualité de nos footballeurs étrangers, monté par Richanard. L'actu mercato. Bonsoir Photomec. Le quotidien sportif turc, au lendemain de la rencontre Cameroun-RDC, annonce la signature de Stéphane Bia en faveur de Trabzonspor en Turquie. Et selon Photomec, Bia percevra 2,5 millions d'euros net par saison pendant 3 ans et avec une prime à la signature de quasi 1 million d'euros en main propre qu'il aurait perçu après la rencontre Cameroun face à la RDC en Belgique. Pierre-Achille Webo a fait la une du même quotidien sur son bail qui est à terme avec Fenerbahçe dont les dirigeants ont fait le choix de ne pas le renouveler. L'attaquant camerounais s'est dit reconnaissant et très attaché au club et maintenant est à la recherche de nouveaux challenges. Quelques jours plus tard, Photomac annonce l'arrivée probable de Samuel Eto'o à Galatasaray pour renforcer l'équipe dans son secteur offensif tout en s'appuyant du profil de Samuel Eto'o pour un véritable co-marketing. En France, le site BU souligne la volonté ferme d'Hervé Renard de recruter le jeune prodige car Toko Ekambi avec le LOSC. Nous sortons de cette file d'actu avec le site de l'Olympique Lyonnais qui évoque l'intérêt du club pour le joueur Nicolas Nkolo. À la prochaine pour une nouvelle édition de l'actu Mercato. C'est reparti pour les aventures de Samedi Sport sur les antennes de Canada International. On va en profiter pour aborder, n'est-ce pas, le second sujet de cette édition autour du cas Coton Sport pour s'interroger si effectivement Coton Sport est le mal-aimé de ce championnat. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, Charles Dougan débat, vous également qui en permanence aux commentaires de l'ensemble des matchs de la Ligue camerounaise, le cas Coton Sport, d'ailleurs, c'est le champion du Cameroun, leader du championnat. Comment expliquez-vous, en tant que journaliste, notamment sur Radio Sport Info, qu'on fasse une sélection, comme c'est fut le cas il y a très peu, et qu'il n'y ait pas un joueur du club champion? En comparaison, avant que vous puissiez répondre, bien sûr, en France, tous les joueurs français du club champion, notamment le PSG, sont en équipe de France de facto. Vous pouvez vérifier avec Matuidi. Ceux qui sont titulaires au PSG sont de facto en équipe de France. Jallet a gagné sa place en équipe de France en étant au PSG. En Italie, avec la Juventus de Turin, ce même principe s'applique. Vous allez à Chelsea, avec Terry, c'est pareil. Vous revenez en Espagne, alors c'est encore beaucoup plus grave. Tous les Espagnols qui sont titulaires, soit à Madrid, soit au Real, sont de facto en équipe nationale. C'est-à-dire que, je peux me permettre, avec le cas Busquets, Busquets a gagné sa place en équipe nationale en jouant tout simplement un tiers des matchs à Barcelone. Alors comment ça se fait qu'au Cameroun, on fasse des convocations et que le club champion, le club qui est aujourd'hui leader, ou bien les clubs qui sont aujourd'hui en tête, n'ont pas de représentants parmi les 27. Je vous en prie, une explication, Charles Vazema. Non, c'est vrai, tous les exemples suscités par vous et Eddie Giscard ont le pesant d'or, mais il faut rappeler quand même que ce n'est pas le même contexte social. Ah, d'accord. Et surtout au niveau de la politique sportive même, je ne pense pas que ce soit... Mais c'est quelle politique sportive? Parce que tout le temps, temps, voilà, une vous politique nous envoyez sportive, cette rengaine, c'est laquelle? J'explique. Une politique sportive qui veut que on ne croit pas d'abord au niveau de performance des joueurs locaux. Qu'on ne fasse pas confiance à des joueurs qui évoluent localement. On va prendre l'exemple, par exemple, des meilleurs buteurs de notre championnat qu'on aimerait voir, ne serait-ce que dans les matchs amicaux en sélection nationale, on ne les voit pas. Peut-être, on estime du côté des dirigeants qui tiennent la politique qu'ils ne sont pas au niveau. On préfère aller appeler les garçons qui jouent en seconde zone du côté de l'étranger pour venir jouer en équipe nationale. Je pense que c'est un problème de vision. C'est un problème de vision et tant qu'on ne va pas appeler ces garçons pour qu'ils viennent faire leur classe, ne serait-ce qu'un match ou 2 matchs amicaux en équipe nationale, ça pourrait aussi quelque part contribuer à rehausser non seulement à la fois l'image de notre championnat et le niveau même de ce championnat-là. Mais vous qui commentez ces matchs en Ligue camerounaise notamment,
est-ce que dans ces clubs-là, que ce soit les clubs qui sont actuellement en tête, New Star, Botafogo, Coton Sport, puisqu'on en parle, est-ce qu'il n'y a pas des joueurs de qualité dans ces clubs? Il y a des joueurs de qualité au Cameroun, c'est à profusion, il y en a à l'appel. Ces garçons, à Coton Sport de Garoua, n'en parlons même pas. La preuve, dans les sélections inférieures, les U20, les moins de 23, je crois que Coton Sport a les nombreux reports de matchs de Coton Sport de Garoua la saison dernière sont dus au fait que Didier Gomez d'Arosa s'est appuyé sur certains articles de la LFPC, le manager général, oui. Qui voulait que lorsque une équipe a 4 joueurs qui sont allés défendre la cause nationale, il peut faire porter une réclamation et après on lui octroie ce report de match. Donc peut-être on a choisi de faire évoluer les joueurs de Coton Sport de Garoua qui sont tout jeunes dans la sélection inférieure pour qu'ils fassent bien leur classe. On pense à Joseph Yanki, on pense à Mangamba, on pense à Bassa Manchole. Vous optez pour cette possibilité. On les laisse jouer en opposition. C'est une possibilité parmi tant d'autres, mais je crois que certains joueurs de Coton Sport de Garoua ont également leur place en sélection nationale. Cette question est assez maligne, Edith, parce que vous la posez en ce moment. Non, je la pose naïvement. Tout simplement parce que il y a également Sidi Djogwe, la saison dernière, il jouait à Coton Sport de Garoua, mais il était en équipe nationale. Je crois que s'il était encore là, on en parlera. Bien sûr. Alors, Georges Grimbous. Déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Faire le parallèle avec les championnats européens, comme il a dit, le contexte est différent. Généralement, les équipes nationales s'appuient sur les championnats locaux en Occident parce que les championnats locaux sont assez forts. En France, Montpellier a été champion il y a 3 ans. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de joueurs de Montpellier en équipe de France non plus. Matuidi en équipe de France d'abord parce qu'il est meilleur à son poste et pas seulement parce qu'il est dans l'équipe championne. Est-ce qu'il y a un mal-être Coton Sport? Je ne pense pas. Comme il l'a dit, il y a eu Diogo en Coupe du Monde. N'oublions pas que Yongo Bitolo, avant d'aller à New York, était à Coton Sport. Il n'y a pas que Diogo, il faut Joe aussi. Aboubacar Vincent était de Coton Sport. Donc, personnellement, je ne pense pas. Maintenant, le débat sur est-ce qu'il faudrait faire jouer des locaux ou pas, moi, je ne suis pas. Le débat, en fait, le débat entre guillemets, l'échange n'est pas autour de faire jouer des locaux. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne sélectionne pas les joueurs de Coton Sport? Il faudrait qu'on mène l'analyse. Non, pas forcément les joueurs de Coton Sport. C'est-à-dire que ceux qui, selon les clubs qui sont les mieux placés en championnat. Parce que je vous interpelle tout simplement parce que on va faire un élément, on va voir un élément justement sur le classement avant la convocation de ces joueurs. Un élément Camfoot. Je vais demander à la technique d'agrandir cet élément pour qu'on puisse voir cet élément Camfoot. On voit que Coton Sport est leader, Botafogo, Nousta, Lyon Sport, Lyon Blessé, Panthère, Dragon, les Astres, ensuite Union. Je m'arrête à Union. Avant de m'arrêter à Union, j'ai cité 8 clubs. 8 clubs. J'ai exactement cité 8 clubs. Alors, je vais demander à la technique de passer à l'élément suivant pour vous faire voir les joueurs locaux qui ont été convoqués et le rang de leur club. C'est-à-dire, Kombi Mandjan, qui est un excellent joueur, on est tous unanimes, c'est le meilleur arrière-gauche qui a actuellement le championnat camerounais, tous les entraîneurs le disent. Cependant, son club est 9e du championnat, du moins au moment de la convocation. Ngweni Dassi, son club était 12e du championnat à New Sport de Bafan. Zokegi Christian, son club était 13e du championnat au moment de la convocation. Et à Bogo, son club était 16e du championnat sur 18 et lui, il était remplaçant. Alors, pour dire que quoi? Voilà un championnat où il y a 18 clubs, on convoque des joueurs, on laisse les 8 premiers pour les convoquer des joueurs qui sont dans les clubs en dessous au niveau du classement. Est-ce que la question, bien sûr, que je m'amène à vous poser de savoir, est-ce que ce n'est pas du nivellement vers le bas? Est-ce que ce n'est pas aussi la conséquence de ce dont on a assisté, tout en rappelant que lors de la dernière rencontre qu'on a vue au stade Omnisport, le Cameroun face à la Mauritanie, juste 2 de ces joueurs étaient sur la feuille de match, notamment Ngweni Dassi et Kombi Mandjan qui était sur le banc de touche. Alors la question, Georges Grimbous, est-ce qu'on n'assiste donc pas à un scénario là, un flagrant délit du nivellement vers le bas? Non, je pense que ce serait quand même aller vite en besoin. Fait du nivellement vers le bas. Première chose, lorsqu'un sélectionneur... Déjà, la sélection, c'est la discrétion du sélectionneur. Maintenant, lorsqu'on prend poste par poste, a priori, on choisit le meilleur Camerounais à chaque poste. Donc, si on arrive au poste de latéral, on cherche en Occident, au Cameroun, qui, selon le sélectionneur, est le meilleur à ce poste, on le prendra. Qu'il soit dans un club qui est 14e. La comparaison, Georges Grimbous, on apprend à se connaître et je comprends bien votre malice. La question n'est pas de faire la comparaison entre les joueurs locaux et les joueurs
qui jouent à l'étranger. C'est des joueurs locaux entre eux. Pourquoi un tel qui jouerait par exemple à Unisport de Bafan et pas un tel autre qui serait par exemple à Botafogo ou à Astro ou à Coton? Si vous me dites qu'à la fin d'un mois, quelqu'un est sorti joueur du mois à un poste, et qu'on ne l'a pas pris et qu'on ait pris un autre qui Et on le sait, c'est pour ça justement que... Là, ça posera un problème. Maintenant, je dis, moi, qu'un gars soit bon dans un club qui est médiocre, ça ne pose aucun problème. Quelqu'un peut être très fort en étant dans un club qui est 14e, un autre peut être dans un club qui est premier du championnat, mais à ce poste-là, il n'est pas forcément le meilleur dans tout le championnat. Donc, personnellement, je trouve l'analyse très intéressante et très pertinente. Peut-être qu'après avoir abordé le sujet dans ce sens-là, peut-être que ça permettra aux sélectionneurs ou aux gens de la fédération, je ne sais pas qui d'autre, d'essayer de prendre cette analyse en compte. Mais je dis personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que on prend le meilleur à un poste. On ne cherche pas à savoir quel est le classement de son club dans un championnat. Ah d'accord. Sur la question, êtes-vous d'accord avec l'avis de Georges Kembos? en partie, mais... On a l'impression qu'il fait de la langue de bois ce jour. En partie, Eddy Diska, mais j'aimerais également relever ici que c'est un joueur évolue dans un collectif, dans une sélection, dans une équipe. Maintenant, l'équipe peut être 19e ou 20e. Le sélectionneur ira chercher ce joueur en fonction de ses performances individuelles. Mais vous trouvez pas et que, on verra maintenant Charles Douglas Demba, au niveau de Franck-Finke. Charles Douglas Demba, franchement, vous ne trouvez pas que ce soit assez curieux qu'on n'ait pas ces joueurs qu'on recherche dans les 8 premiers du championnat, en les trouvant juste en dessous? C'est fort de café. C'est du flagrant délit, Charles Douglas. Je ne parlerai pas de flagrant délit, Eddy Diska. Quand le sélectionneur veut faire ça, je ne suis pas sélectionneur. Avec tout le respect que j'ai pour tous les sélectionneurs du monde, il y a le profil du joueur qui peut plaire au sélectionneur par rapport à tel dispositif qu'il veut utiliser ou pas. Maintenant, si il a pris des garçons qu'il a appelés pour essayer de voir par rapport à leur performance, parce qu'il faut dire également que le sélectionneur ne regarde pas tous les matchs de Coton Sport de Garoua. Le sélectionneur ne regarde pas tous les matchs. Vous pensez que le staff de l'équipe nationale suit notamment les clubs qui sont en tête du championnat, notamment Coton Sport, puisqu'on en parle? Si le staff de l'équipe nationale supervise les joueurs, le staff ne supervise pas tous les matchs. Maintenant, si on fait la comparaison avec la France, Mandanda il joue en France, Marseille est quatrième du championnat. Tottenham était presque au bord de la relégation, mais c'est le gardien de Tottenham qui est titulaire en équipe de France. Parce que le Riz est considéré comme étant meilleur que Mandanda. Donc, peu importe le classement du club en championnat, il y a la valeur intrinsèque du joueur. Très bien. On va dire très bien pour cette sortie de votre part. Justement, on a eu en semaine Didier Gomez Darossel, manager général de Coton Sport, qui s'est exprimé sur ce sujet. Je vous prie de bien vous la suivre. Didier Gomez Darossel, manager de Coton Sport, bonsoir et bienvenue dans ce programme de Samedi Sport. Merci Giscard, bonsoir et encore merci pour votre invitation. Alors, que pensez-vous de l'absence des joueurs de Coton Sport dans cette récente sélection face à la Mauritanie? Oui, on a été, bien évidemment, ça a été une petite question, hein, bon, pour le staff, bien évidemment, et pour certains joueurs qui espéraient aussi, hein, à l'image de notre petit prodige Yankee, de Soulemanou, qui, je rappelle, a fait partie des 20 meilleurs joueurs sur le continent africain l'an dernier, à l'image de Serge Atangana, qui fait un début de saison remarquable. Donc, bien évidemment, une petite déception, mais bon, on laisse libre choix au staff des Lions indomptables de convoquer le joueur. Voilà, après, on va pas faire la fine bouche. Hein. On a 2 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde l'an dernier, Loïc Fedou et Cédric Jaboué. Donc, on espère pour les prochaines convocations qu'on prendra en compte quand même le merveilleux parcours de Coton Sport dans ce championnat, hein, qui pour l'instant caracole en tête avec c'est surprenant qu'aucun joueur des champions ne soit pas convoqué, mais bon, on espère, on continue à travailler et ça nous sert aussi de motivation pour nos joueurs. Alors, pensez-vous qu'au sein de ce staff des Lions, il y a une véritable politique de détection pour pouvoir en arriver là? Bon, ça, je sais pas le fonctionnement. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un membre du staff de l'équipe nationale assister à nos matchs. Je crois qu'il y a un match qui a été télévisé, c'était Astre contre Coton Sport, où on a vu des joueurs excellents, d'ailleurs des deux côtés. Je crois que certains auraient mérité la sélection, mais bon, ça nous oblige à travailler plus. C'est aussi un grand objectif pour le staff de Coton Sport de mener ces joueurs en sélection A. Donc, pour l'instant, ils sont sur les petites, entre guillemets, sélections, les U23, les U20, et
nul doute qu'un jour, certains d'entre eux feront partie de la grande sélection des Lions. Et puis, dire aussi que quand même Coton Sport est remarquablement représenté avec les Lions, hein, avec la présence d'Aboubacar Vincent, Sali Edgar, Oyongo Bictolo. Donc voilà, on continue à travailler. C'est vraiment un objectif pour nous de Stade. Alors revenons sur l'aspect local. Pensez-vous qu'en championnat, notamment au vu de certains scénarios d'arbitrage, pensez-vous que c'est assez logique, c'est assez cohérent, ou peut-être par moment vous avez l'impression qu'il y a une sorte de cabale contre Coton Sport? Oui, bien évidemment, on ne va pas le cacher. Hein. On va parler du dernier match contre Botafogo. Hein. C'est vrai que on n'a pas été bon, on ne méritait sûrement pas de gagner, mais personne n'a relevé quand même les deux expulsions du côté de Coton Sport, complètement injustifiées. Hein. Un penalty vraiment très litigieux accordé à Botafogo. Hein. Ce n'est pas le mérite de cette équipe, mais bon, on fait avec. On sait qu'on a plusieurs adversaires sur le terrain. Des fois, c'est aussi les arbitres. Hein. Moi, je ne comprends pas certains comportements. Hein. Comment peut-on justifier qu'un arbitre se moque de l'élimination de Coton Sport en Ligue des Champions en plein match? Voilà, c'est des choses qui me mettent très très en colère. Je crois que Coton Sport, c'est un parcours remarquable, hein, en Coupe africaine, même si l'élimination de cette année est quelque peu prématurée, mais je crois que le football camerounais devrait être fier d'avoir Coton Sport pour le représenter, d'avoir Coton Sport pour permettre à 4 clubs camerounais quand même de participer aux différentes compétitions africaines. Et nos précédents parcours, hein, qui sont soldés par 2 finales quand même de compétitions africaines, sont remarquables. Je les considère comme un exploit. Voilà, on est un peu déçus qu'il n'y ait pas assez de retentissement à ce niveau-là. Je crois que arriver en demi-finale de la Coupe africaine, c'est pas donné à tout le monde, et c'est vraiment un miracle au regard de notre petit budget comparé aux grandes équipes africaines. Alors, Gomez Darossa, on vous remercie de votre intervention. À très bientôt. Merci beaucoup. Charles Douglas Demba, on a écouté Didier Gomez Darossa, le manager de Coton Sport, qui évoquait aussi le cas de l'arbitrage au niveau du Cameroun. Vous, quel est votre avis là-dessus d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il a évoqué un cas, bon, sur lequel on ne va pas revenir tout de même, mais on n'assiste pas souvent à des scénarios assez désagréables. Il y a des scénarios vraiment déconcertants au niveau de l'arbitrage. Je ne suis pas président de club, mais ils sont assez concernés pour être consternés par les arbitrages qui sont souvent faits en faveur d'une équipe ou de telle autre équipe. Si on revient sur l'anecdote rencontrée par Didier Gomez Darossa, je crois qu'on pouvait se passer de ça. L'arbitre n'avait pas besoin, surtout que Coton Sport de Garoua soutient une cause nationale une fois à l'extérieur. Pour preuve, Coton Sport de Garoua est l'équipe qui, pour l'instant, à l'indice CAF, permet au Cameroun d'être encore parmi les 13 meilleures nations du football africain. En 2009, Coton Sport de Garoua était la seule équipe, grâce à sa demi-finale, en 2008, Coton Sport maintenant le Cameroun grâce à sa belle performance en Ligue des Champions à la 8e place de cet indice CAF. Maintenant, Coton Sport de Garoua, après c'est un tout petit peu émoussé, revenir après, le Cameroun est actuellement 11e au niveau de l'indice CAF, ce qui n'est pas pour arranger les affaires sur le plan continental. Aujourd'hui, on a 2 représentants pour la Ligue des Champions. Je crois que c'est le cas avec Coton Sport et Cosmos du MAM. Et Cosmos du MAM. Maintenant, nous sommes 11e devant l'Angola et derrière l'Angola, et devant l'Afrique du Sud. Je pense que les arbitres également, pour ce qui est de cette saison, sont en train de tout faire pour rehausser le niveau de notre championnat. Pour avoir un exemple, Edith Giska, depuis le début de la saison, suite au non-respect de telle loi de jeu ou autre, surtout la loi numéro 11, celle qui nous interpelle sur le hors-jeu, 15 arbitres ont déjà été sanctionnés depuis le début de la saison. Donc la commission de désignation des arbitres est aussi également en train de faire un travail d'interpellation, de remise en question de ces arbitres-là pour qu'ils puissent avoir
l'équité lorsqu'ils arbitrent les différentes rencontres. Maintenant, pour revenir sur les attitudes des arbitres, je crois que je ne voudrais pas qu'on verse dans un problème de personnes, Edith Giscard. Oui. Les arbitres, on ne peut pas jouer au foot sans arbitre et ils savent personnellement qu'en se remettant en question, en se recyclant, ils peuvent faire de très bons arbitres. D'ailleurs, Thérèse Guédé, qui est en Coupe du Monde féminine... C'est pas le fruit du hasard, bien sûr. Voilà, et les arbitres masculins, on le sait, à l'Umléan, qui sont en Coupe du Monde, ce n'est pas le fruit du hasard. Les Camerounais sont de très bons arbitres, mais maintenant, il faudrait que derrière, le professionnalisme s'y est. Alors, Georges Guibaud, vous partagez l'avis de Charles Douglas Demba? Oui, sur certains points, oui. Maintenant, moi, je trouve que voilà, on en fait toujours un peu trop sur les arbitres. Ils font un métier très difficile. Nous, on est des fois assis en tribune ou devant nos écrans. On a l'occasion d'avoir beaucoup de recul par rapport aux actions. Ils doivent prendre des décisions et elles sont toujours discutées, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel championnat dans le monde. Les décisions des arbitres sont toujours discutées. À l'époque, il y a un moment dans la FECAFOOT, on estimait que Coton Sport était favorisé. Aujourd'hui, il se plaît. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une cabale contre Coton Sport. Il faut arrêter. Un président de club ou un manager de club, il a un joueur expulsé ou bien il perd un match, tout de suite, c'est les arbitres. Est-ce que l'arbitre a fait une blague déplacée sur l'élimination de Coton Sport? Ça, je n'en sais rien, mais si ça a été fait, c'est regrettable. D'un autre côté, on attend beaucoup des arbitres, mais quels sont les moyens qu'on met à leur disposition? On parle de professionnalisme au niveau des arbitres, on n'est pas prêt d'y arriver parce que quand je vois dans quelles conditions ces gens-là travaillent, j'en connais quelques-uns personnellement, je peux vous dire que leurs conditions de travail ne sont pas idéales. Et quand bien même il y aurait, c'est pas pour justifier, si jamais il y a eu des fois des décisions d'arbitrage contestables de manière volontaire, c'est pas pour justifier, mais ils sont exposés. Quand quelqu'un a des problèmes primaires et qu'on vient lui proposer des sommes d'argent pour décider en faveur d'un club ou d'un autre, il peut être tenté. Et pour finir, qu'une commission d'arbitrage au cours d'un championnat sanctionne quand même 15 arbitres, je trouve quand même qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils se remettent eux-mêmes en question sur la manière dont les arbitres arrivent à l'élite, comment est-ce qu'ils sont choisis et comment est-ce qu'ils sont formés, comment est-ce qu'ils sont recyclés. Parce que 15 arbitres quand même sanctionnés dans la même saison, je trouve que c'est énorme. À 15 arbitres après 17 journées, ça fait beaucoup. Edith Giscard. À chaque journée, pratiquement, il y en a une. Et ça témoigne quand même du mal-être de cette profession, où ces hommes-là ne demandent qu'à bien exercer leur profession, même si parmi eux, quand même, j'en ai rencontré certains qui estiment qu'il y en a parmi eux quelques brebis galeuses qui, comme Georges le relevait tout à l'heure, à cause de certains besoins primaires, n'hésitent pas à se vouer à certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec l'éthique de ce magnifique sport qu'est le football, cette discipline. Je pense que l'arbitrage au Cameroun, ce n'est pas un problème singulier. Dans tous les pays du monde, il y a ce problème d'arbitrage, mais maintenant, à chacun de résoudre, soit contextuellement, ces problèmes, soit économiquement. Je pense qu'il y a les moyens pour, et les arbitres, les hommes en noir, parfois aussi, on leur met beaucoup de pression. Très bien, on va en profiter, n'est-ce pas, pour accueillir sur ce plateau celui qui est, pour nous, ce que Saint-Germain-des-Prés est pour Paris, tout simplement Mirabeau Marob avec son petit journal. Nous accueillons donc Mirabeau Marob qui est déjà installé. Mirabeau Marob, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, pour le petit journal de Samedi Sport, hein, bien sûr, qu'y a-t-il aujourd'hui de neuf? La Ligue 1, nécessairement, c'est l'actualité de la Ligue 1. Après 2 semaines de trêve, on a repris avec les stades hier pour les clubs de Ligue 1. C'était la 18e journée. Il y a eu des buts et surtout la grosse performance de cette 18e journée est à mettre à l'actif du Tonnerre Kalara Club, le Tonnerre de Yaoundé qui a réussi la grosse performance de cette 18e journée de Ligue 1. Le Tonnerre, les Kalara Boys ont réussi l'exploit d'aller battre Fovu Club de Baham à Banjul 1-0, score de la rencontre. Le Tonnerre de Yaoundé n'avait plus connu la victoire en Ligue 1 depuis 10 matchs. Et après 10 matchs sans victoire, le Tonnerre a pu battre Fovo Club de Baham à Banjul 1-0. C'est une très grosse performance quand on connaît les difficultés de ce club de Vogue
Ada, avant même la fin de la phase aller, le Tonnerre n'avait pas d'argent pour aller jouer du côté de Garoua. L'autre performance est Lyon blessé, le Photonais qui enchaîne une 3e victoire d'affilée en battant Lyon Sport Academy 2-1 à la maison. 3e victoire d'affilée pour Lyon blessé, le Photonais qui vient d'accueillir son nouveau bus à Garoua. Service minimum pour Coton Sport de Garoua qui a battu Cosmos Football Club. Dumbam, cette équipe Dumbam qui va très mal. Coton Sport de Garoua toujours invincible à la maison, plus de défaites depuis APGS Donfou, c'était la saison dernière. UMS de Loum, les Astres de Douala score nul et vierge. On n'a pas vu de but du côté de Djombe hier. Les Astres de Douala qui ont fini la phase aller en trombe commencent la phase retour un peu timide. Toujours un autre score vierge, c'était du côté de Limbe, Ondjalakan Sport Academy et Bambuto Sport Club de Mbouda se séparent 2-2, 0 but partout. Ondjalakan Sport Academy n'a empoché qu'une victoire lors de ses 4 dernières sorties. Le maintien s'annonce un peu compliqué pour le club de Limbe. Le Canon et Panthère, ça a été très difficile pour le club de Nkondongo qui a dû s'arracher pour arracher le point du match nul face à Zui Mento. Mené au score, le club de Nkondongo a pu égaliser un but partout. Score final est toujours à Yaoundé. Union Sportive a pesé très peu lourd face à Dragon Club de Yaoundé 2-0 pour les Cha-Cha-Cha Boys qui s'imposent et restent au contact du peloton de tête. Dragon de Yaoundé, c'est la grosse performance. New Star de Douala a battu APGS Donfou ici à Douala 2-0 et enfonce l'équipe de Fou dans la crise. APGS Donfou n'a plus gagné en Ligue 1 depuis 8 journées. C'est très compliqué. Juste 4 points d'avance sur la zone rouge. Toujours à Douala, Unisport du Nkam a mené à 2 reprises, mais s'est incliné face à Botafogo 3-2. En 2 rencontres, ici à Douala, Unisport du Nkam a concédé 6 buts. C'est dire que la défense du flambeau de l'Ouest se porte un peu très mal. Et le classement de la Ligue 1, Coton Sport, 39 points, 32 points pour Botafogo, 7 points d'avance pour Coton Sport en tête de classement. New Star reste coincé au 3e rang, Lyon blessé 4e à ce classement de Ligue 1. La seconde page, APGS Donfou 11e, juste 4 points d'avance sur la zone rouge, sauf au club de Bam, aux portes de cette zone rouge occupée par le Canon de Yaoundé Tonnerre, car le club qui quitte le poste de l'antenne rouge et l'abandonne Ondjalakan Sport Academy. On a parlé de New Star de Douala, de cette équipe qui entame sa 3e saison. C'est la 3e saison en Ligue 1 et qui veut jouer au moins la place africaine cette saison. Nous sommes allés rencontrer le capitaine de cette équipe de New Star de Douala, Aaron Bimbe, qui nous ouvre son jardin secret, document plein d'émotions. Je démarre ma carrière il y a 10 ans. J'ai ma première licence avec AS Wawimbi en 2e division. J'y passe 3 ou 4 ans et ensuite je rejoins Noblesse d'Indé à Bangante où je passe une année en Elite 2 à l'époque. L'année d'après, je rejoins Caïman Club de Douala en Elite 2 et on accède en Elite 1. Je quitte le club en 2010 pour rejoindre l'Union de Douala où je passe 4 ans. Et depuis février 2015, je suis engagé avec New Star de Douala. Je suis quelqu'un qui a fait ses études et qui s'est lancé dans le foot parce que la passion a pris le dessus. L'intello peut-être parce que certains trouvent que j'ai de la suite dans les idées, certains trouvent également que le comportement sur le plan humain. Donc j'essaie d'être égal à moi-même. Les bancs, je les referai et au moins j'aurai la conscience tranquille d'avoir fini avec mes diplômes universitaires parce qu'on ne joue pas au foot toute sa vie. Il va falloir être capable de gérer sa vie après le foot et c'est l'école qui pourra m'apporter cela. En revisitant un peu les images, ça réchauffe le cœur. Ça a été une très belle expérience sportive, une très belle expérience humaine. Parce qu'on avait un groupe d'amis, un groupe de frères. Et chaque fois qu'on se retrouvait sur le terrain, c'était un plaisir de partager surtout des expériences avec des aînés. Je pense à Joël Babanda, je pense à Arnaud Moncam, à Micha Ludovic,
à UT, des mecs bien avec qui on a partagé plein de choses. L'expérience du banc de touche m'a surtout apporté beaucoup de maturité mentale et psychologique parce qu'aujourd'hui, dans la préparation des matchs, dans ma façon de vivre, je sais qu'aucune chose n'est donnée. Il faut se battre, il faut s'arracher dans la vie pour tout avoir. Je n'ai jamais pris le fait d'être sur le banc comme une défaite en soi, mais simplement comme un moyen de me remobiliser, de me remettre en question, me poser les bonnes questions et essayer de trouver les solutions pour retrouver le terrain. Lilian Thuram, d'ailleurs, on m'a souvent appelé comme ça. Lilian Thuram parce que le côté intello et le côté joueur, Zinedine Zidane pour sa grande qualité technique, Didier Deschamps pour ses capacités à être un bon leader, Rigobert Song pour son engagement, sa détermination et surtout sa capacité à étouffer dans le vestiaire les problèmes du vestiaire. J'ai beaucoup apprécié ça chez lui et c'est une de ses qualités que j'essaie de copier dans la gestion quotidienne de mes coéquipiers. Alors, Aaron Bibé, le capitaine de Star, avec vous, vers Bomarop, justement. Aaron Bimbe, capitaine de Nostar, c'est l'intello de la Ligue 1, on le sait, très intellectuel. Il a fait ses études du côté de l'Université de Douala. Il a même porté le brassard de cet établissement. Il promet de rentrer à l'école pour obtenir sa licence en droit. Mais avant de partir, on va offrir ce soir le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1, les artificiers de la Ligue 1. C'est vrai que la moyenne n'est pas très bonne. Nous sommes à la 19e journée qui va entamer ce dimanche, mais juste 9 buts pour les 3 meilleurs buteurs. Et mon fossé, les Astres de Douala, Julien Ebatobi de Nostar de Douala et Kemadjou de Botafogo. 9 buts chacun. C'est assez difficile d'envoyer les ballons au fond des filets, une moyenne de 0,5 buts par match. Très bien, Mère Bomarop. On vous remercie, n'est-ce pas, une fois de plus pour ce petit journal. On en profite, n'est-ce pas, pour cette transition. Retour sur le plateau de Samedi Sport après le petit journal de Mirabeau Maroc. Alors, Charles Douglas Deba qui me réagit justement sur l'information concernant le petit journal assez rapidement. Ça vient de tomber hein, et Mirabeau Maroc l'avait également et sûrement. C'est l'entraîneur d'Apogès de Fou qui restait sur 6 matchs sans victoire, qui Betien Djebna, qui a jeté l'éponge à l'amiable avec le président, avec ses employeurs. Il ne sera désormais plus l'entraîneur d'Apogès de Fou. Alors justement, c'est aussi ça, malheureusement, la valse des entraîneurs. Alors on en profite, n'est-ce pas, pour aborder ce troisième sujet autour des revenus du classement FOP. Avant de l'aborder, bien sûr, on rappelle que notre consultant de basket nous a rejoint sur le plateau, Yves Ngounou. Yves Ngounou, bonsoir. Bonsoir Edith Giscard, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et une fois de plus, bienvenue sur le plateau Samedi Sport. C'est toujours un plaisir. Très bien. Alors justement, on revient sur ce sujet concernant ces revenus d'après le classement du magazine Forbes. Alors on va le voir en image, ce classement qui a été récemment publié, tout simplement les 10 premiers. Je vais demander à Tanguy de mettre l'image justement de manière beaucoup plus conséquente. On va remarquer justement que Floyd Mayweather est le premier d'entre eux avec 300 millions de dollars de revenus annuels. Ensuite, Manny Pacquiao, dont on avait évoqué Georges Gibbous, qui en est à 160. Ensuite, Cristiano Ronaldo, qui est le troisième. Lionel Messi, Roger Federer, avec 67 millions de dollars annuels. LeBron James, 64. Les basketteurs qui suivent. Tiger Woods, qui est le 9e. Et Kobe Bryant. Alors, on fait une analyse déjà par rapport à cela. Georges Gibbous, lorsqu'on retrouve les 10 meilleurs revenus mondiaux selon le magazine Forbes, qui est une source extrêmement crédible, on le sait très bien, on retrouve Floyd Mayweather premier avec une telle distance, surtout les footballeurs qui sont troisième. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les footballeurs ont déjà pris un poids aussi conséquent dans l'univers économique du sport? Bien entendu, c'est d'ailleurs la première observation qui me vient à l'esprit parce qu'il y a quelques années, il était inimaginable que des footballeurs puissent être soit devant des basketteurs de la NBA. Des pilotes, des Formule 1 aussi. Mais le football, grâce aux médias, il faut le dire, et grâce
malheureusement, heureusement, grâce à la FIFA. C'est énormément répandu dans le monde. Les fédérations internationales ont beaucoup travaillé. Vous voulez dire que c'est peut-être les bienfaits de Blatter aussi qui permet aussi quoi. Je ne sais pas si ce sont les bienfaits de Blatter, mais je sais que la FIFA a beaucoup travaillé pour que le sport soit, le football soit bien implanté dans le maximum de pays affiliés à la FIFA et que que ce soit diffusé dans le plus grand nombre de pays possible. Les compétitions internationales ont pris les compétitions comme la Champions League ont pris une telle ampleur dans le monde que des footballeurs qui brillent, tels que Ronaldo ou Messi, effectivement, sont du pain béni pour les entreprises qui aujourd'hui vendent leur image un peu partout dans le monde et ça justifie qu'ils aient des revenus parce que c'est effectivement à ce niveau qu'ils donnent le pion à des basketteurs, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo ou Messi sont vendables partout dans le monde. Mais un Kevin Durant, par exemple, vous le vendrez difficilement dans beaucoup d'autres pays qu'en Amérique du Nord. Donc, vous le vendrez certainement en Amérique du Nord, en Europe et un peu en Asie. Les footballeurs se vendent partout, donc ça ne me surprend pas, mais je dis quand même, c'est une très belle protection pour les footballeurs. Alors, restons, oui, juste une petite réaction, hein, Edith Jessica. Je m'étais promis personnellement de ne pas commenter ce classement fort. Vous voyez donc que vous n'avez pas respecté vos promesses. Voilà, je suis obligé de réagir parce que ce que Georges vient de dire est super intéressant. Si aujourd'hui on a la tête de ce classement à Forbes, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, il faut également se rappeler que c'est à la faveur de ce qu'on peut appeler l'une des plus grosses arnaques du siècle, avec ce combat de boxe qui a été monté de toutes pièces, et après pour avoir deux mecs qui se chatouillent et ne se rentrent pas dedans, je pense vous n'êtes pas toujours remis du commentaire que vous avez je pense que il faut valoriser vraiment ceux qui suent au quotidien, qui font évoluer leur discipline. On pense aux pilotes de Formule 1, on pense à Kevin Durant, on pense à Lionel Messi, à Cristiano Ronaldo. Le cas de Tiger Woods qui se retrouve en 9e position, qu'en pensez-vous de Tiger Woods qui... c'est une des gringolades selon vous? C'est pas aujourd'hui que Tiger Woods, c'est déjà un mérite hein, qui se retrouve encore dans ce top 10. C'est pas aujourd'hui qu'il a bâti sa fortune. Ouais. Et s'il est encore là à ce moment avec toutes les déconvenues professionnel qu'il a eu tout au long de sa carrière sportive, je pense que si que Tiger Woods soit encore là, c'est le fruit d'un travail de longue durée. Maintenant, je voulais juste dire que Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, pour moi, le classement commencerait à Cristiano Ronaldo. Alors justement, Yves Gounod, le cas Kevin Durant, ce n'est pas forcément le meilleur basketteur de la NBA. Bon, on le retrouve, enfin, juste après LeBron James. C'est pas une surprise, selon vous, de retrouver Kevin Durant à ce niveau? Ben, il faut préciser que ses revenus sont beaucoup plus basés sur les contrats publicitaires. Oui. Parce qu'en termes de salaire, Kevin Durant n'est pas le mieux payé en NBA. On a Kobe Bryant qui est le mieux payé en NBA. Mais il figure à la 10e position dans ce classement. Kevin Durant, c'est une star montante du basketball américain. Il a été MVP en NBA. Il a été meilleur marqueur également du championnat américain. Donc, les grandes marques pensent que c'est un joueur assez rentable pour pouvoir remiser gros sur lui. D'accord, très bien. Alors on évolue justement avec ce classement, avec le tableau suivant, parce qu'il y a une petite surprise justement avec le tableau suivant. On va voir les 20 autres pour observer justement que... Je vais demander à la technique d'agrandir un peu plus l'image parce qu'il y a une surprise. On voit que effectivement il y a le joueur de football américain Ben Roethlisberger. Ensuite, on voit également Novak Djokovic, Zlatan Ibrahimovic qui occupe le 14e rang, Lewis Hamilton qui occupe le 15e rang. Une surprise, un Camerounais, Damon Konsou, qui occupe le 16e rang, Gareth Bale, qui occupe le 17e rang, et Derrick Rose, qui occupe ce poste-là. Alors, on retrouve un Africain parmi le top 20. C'est vrai que dans le cas de Damon Konsou, ce n'est pas la première fois qu'il occupe ce classement fort, mais un mot encore par rapport à ce cas, Georges Dubos. Oui, bon, c'est pas très surprenant parce que, comme vous le dites, Damon Konsou, c'est quand même déjà un joueur majeur de la Ligue américaine de football. Ouais. Et je crois que cette place qu'il a dans ce classement est due au contrat qu'il a signé récemment. Les Dolphins, ouais. Qui a suscité quelques polémiques parce que certains estimaient que, bon, voilà, parce qu'après, il faut comprendre le contexte. Mais il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il est dans le classement fort. C'est pas la première fois. Parmi les 20 premiers, ce n'est pas la première fois. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, c'est pas une surprise. C'est un joueur majeur de la Ligue de football américaine. Et il faut toujours comprendre les joueurs qui, quel que soit le sport, quelqu'un qui s'excite, qui réussit aux États-Unis,
a de très fortes chances de se retrouver dans ce genre de classement parce que les États-Unis, c'est un pays continent. C'est un pays continent. Ils sont plus de 200 millions d'habitants quand même. Ils ont de très grosses entreprises qui sont représentées partout dans le monde. Donc, lorsque vous avez des entreprises majeures qui sont dans un pays comme celui-là, et des entreprises qui sont étendues dans le monde entier, qui s'intéressent à des joueurs et qui veulent travailler avec l'image de ces joueurs-là, donc quelqu'un comme Dame Konsou, qui s'est fait remarquer dans le championnat de football américain, c'est pas surprenant qu'il ait ce genre de revenu. Alors, on va évoluer toujours avec ces classements pour essayer de savoir où se trouve le second africain de ce classement. Quand on voit justement l'image, il s'agit effectivement de Yaya Touré qui occupe le 83e rang de ce classement, qui est le second africain de ce classement, après justement Justin Rose. On voit bien Yaya Touré avec 20 millions de dollars. Déjà, avec vous, Charles Rose de bas, c'est pas une surprise de voir, parce que c'est quasiment le joueur le mieux rémunéré de Manchester City, même s'il va se faire coiffer bien sûr sans aucun doute par Kun Aguero. On n'est pas surpris de le voir, Georges Guiboussa, à ce niveau. Hein. Ben non, Yaya Touré, il est arrivé de Barcelone. Il a très bien négocié son salaire en arrivant de Barcelone. Il se fait la permet avec les Citizens. Hein. Voilà, au-delà de son salaire, parce qu'il faut quand même noter, il a près de 6 ou 7 millions d'euros de revenus publicitaires. Pour un Africain, je pense que ça ne s'est pas encore vu. C'est énorme. Même notre compatriote Samuel Eto'o du temps de sa splendeur n'a jamais eu de tel niveau de contrat. Je crois que celui qui a eu des plus gros contrats en tant qu'Africain, c'était Didier Drogba, qui des fois atteignait les 5 millions d'euros. Donc arriver à 7 millions d'euros, c'est assez fort, mais c'est dû à la personnalité de Yaya Touré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de... Il est facile d'associer son image à ce genre de personne parce que son image est contrôlable. C'est pas quelqu'un qui fait dans l'excès, c'est pas quelqu'un... c'est vrai qu'il y a un spot publicitaire actuellement qui passe en Côte d'Ivoire, d'ailleurs même sur beaucoup de médias, RTL, avec Yaya Touré justement, qui est plus que formidable. D'ailleurs, on en profite pour justement évoluer avec le classement, puisqu'on parle des classements, on va savoir ce qui se passe localement au Cameroun, avec les revenus des meilleurs sportifs camerounais de l'année 2014-2015. On a essayé de faire un classement que vous avez juste apprécié à sa juste valeur. Alors on observe Dame Konsou, qui est le premier avec 38 millions de dollars par an. Ensuite, le second, c'est Samuel Eto'o avec 8,9 millions de dollars par saison. Ensuite, en tout cas cette saison, Alexandre Song, qui se retrouve troisième avec 5,6 millions de dollars par saison. Luc Bamouté, que vous connaissez bien, d'ailleurs, Imgouno avec 4,8 millions de dollars environ par saison. Et ensuite, Joel Embiid, 4,4 millions de dollars par saison. Je reste avec vous, Yves Lionel. On n'est pas surpris de retrouver ces basketteurs à ce niveau tout de même, hein? Non, pas vraiment. Luc est là à la faveur du contrat qu'il avait renégocié il y a 4 ans. Il avait renégocié 20 millions de dollars sur 4 ans. Ouais. Donc là, il est à la dernière année de son contrat. Donc il faudra qu'il renégocie cet été. Joel Embiid, il se retrouve là parce qu'il a été 3e choix de la draft. Et vous savez, en NBA, la draft, plus vous êtes mieux classé à la draft, plus vous touchez gros. Parce qu'il y a un barème qui est déjà préétabli. Donc, Joel, il est à la première année, à la fin de la première année de son contrat. Donc, il a encore 2 ans sur son contrat de rookie. Et rappelons que si tout se passe bien pour Joel Embiid, dans 5 ans, forcément, ce sera peut-être lui le premier de ce classement. Mais rappelons aussi, dans le cas Embiid, une information qui est tombée il y a quelques jours, je suppose que vous êtes forcément au courant, qu'il a rechuté de sa blessure. Oui, il n'a pas joué déjà la saison dernière, la saison qui vient de s'achever à cause d'une fracture de fatigue. Ouais. Là, il était en réhabilitation. Malheureusement, il a rechuté. Donc, son équipe a voulu prendre une mesure préventive en le mettant de côté parce qu'il devait jouer en principe la Ligue d'été, NBA Summer League. Là, on l'a mis de côté, question qu'il puisse guérir et pouvoir attaquer la saison 2015-2016 qui va reprendre en novembre. Je crois que l'équipe Joel Embiid cette saison, je crois que si mes informations sont exactes, ce sera la 2e fois qu'il rechute cette saison contre match, peut-être contre Los Angeles, si mes souvenirs sont bons. Et il avait déjà forcé, juste aux entraînements, après il a ressenti une petite douleur au niveau de sa cheville, on a dû le transporter à l'hôpital d'à côté. C'est un peu compliqué. Mais il n'a pas joué cette saison. Ça, c'est voilà, quand il faisait... Il était juste à l'échauffement de la rencontre. Il n'était pas prévu qu'il joue. Je crois qu'il est tellement précieux pour cette équipe qu'on est un tout petit peu en train de forcer sur le garçon. Quand il reviendra... S'il fallait que moi je prenne une place justement dans le classement des Camerounais, moi je prendrais celle de Joel Embiid, parce qu'il a allongé dans son canapé, il gagne quand même 4 millions de dollars à l'année. Yves l'a dit, c'est à la faveur de... C'est une année bien tranquille pour lui quand même. Yves l'a dit, c'est à la faveur de sa 3e place au niveau de la draft. Et je crois qu'avec, s'il était en activité, les revenus publicitaires qui allaient, parce que forcément 3e à la draft, ça attise les convoitises. Mais Yves, justement, pour assurer les spectateurs qui nous suivent, les 4 blessures comme ça, lors de la première année,
c'est pas quand même, c'est pas exceptionnel, mais malheureusement ça arrive. Est-ce que, malgré tout, avec le soutien sans aucun doute de l'encadrement médical des Philadelphia Sixers, Joël pourra retrouver un tant soit peu, assez rapidement, son niveau, son meilleur niveau? Tout est mis en œuvre pour que Joel puisse retrouver son niveau. Il faut préciser que l'équipe dans laquelle il évolue, les 76ers de Philadelphie, avait déjà eu un cas similaire l'année passée avec Nerlens Noel, qui avait été drafté au premier tour et qui également s'était blessé. Donc il avait dû être de repos pendant toute la saison. Il avait bien récupéré et cette année, il a fait une saison assez formidable. Donc Joel est mis de côté, il est en train de récupérer. On l'a vu, il a posté certaines vidéos sur YouTube et Facebook. Twitter aussi. Où justement, il faisait des dunks et le public de Philadelphie était impatient de le revoir retourner sur les parquets. Malheureusement, il y a cet incident qui est arrivé. On espère et on prie pour lui que cela ne soit pas aussi grave qu'en septembre dernier. D'accord, très bien. On va en profiter justement pour sortir de ce sujet avec le Zabnet de la semaine qui vous est monté par Richana. Je suis Bamenda et puis quoi? Et puis quoi? Tu es à mon Macabo et puis quoi? Et puis quoi? Tu n'es métaux et puis quoi? Et puis quoi? Tous les jours c'est le bavardage, depuis quand ça dans le travail. Tous les jours c'est le bavardage, depuis quand ça dans le travail. Yassine Brahimi, du FC Porto, joueur international pour l'équipe d'Algérie, sur le Samedi Sport, sur Canal 2 International. Alors c'était bien marrant ce Zabnet pour aujourd'hui, en tout cas sur le plateau, ils n'ont pas arrêté, que ce soit Charles de Gazemba, Georges Guébous et Evin Gounod, même à la caméra on s'est marré. Alors on en profite pour aborder le dernier sujet de cette édition avec justement la NBA Finals qui se déroule, enfin qui s'est terminée il y a quelques jours avec la victoire des Golden State Warriors. Alors Yves, notre consultant basket, comment avez-vous apprécié la réussite de Golden State Warriors cette année? On a vu en finale, notamment face au Cavs de Cleveland, avec cette surprise, Curry qui atteint des niveaux de performance MVP de la saison, sans bien sûr MVP de cette finale. C'est le cas Stephen Curry. Une analyse par rapport à cela. Stephen Curry, c'est l'un des meilleurs tireurs de la NBA actuellement. Il a encore prouvé lors de ses finales. Pendant la saison, il avait battu son propre record de tir à 3 points réussis sur toute une saison. Et pendant les finales encore, il tournait à 38,4% au tir à 3 points, 25 sur 65. Et il faut préciser que pendant la saison régulière, Golden State était déjà premier. Ils avaient terminé en tête en NBA. Donc ce n'est pas une grande surprise que cette équipe sorte champion cette année. Déjà, la grande surprise pour moi, c'était que Cleveland soit arrivé là avec toutes ses blessures. Il faut préciser que 2 joueurs du Big Three de Cleveland ont été blessés. Kevin Love qui s'est blessé au début des playoffs contre Boston. Et également Kyle Irving qui s'est blessé justement lors du premier match de la finale contre Golden State. Selon vous, est-ce que c'est cela qui a favorisé la victoire des Warriors aussi? Non, comme je l'ai précisé, Golden State était déjà meilleur. Ils avaient eu une très bonne saison, ils avaient eu un très bon pourcentage de victoires lors de la saison, ils avaient l'avantage de terrain. Donc ils avaient tout en leur faveur. Maintenant, ils ont juste prouvé qu'ils étaient les meilleurs et puis ils ont gagné à 4 victoires à 2. Alors si je ne me trompe pas, on le voit en image, Steve Kerr, c'est bien Steve Kerr, l'entraîneur oui, Steve Kerr, l'entraîneur de Golden State. Des Golden State Warriors, justement. Et c'était ça la question, Yves Lionel. On se souvient de l'épopée de Steve Kerr avec les Bulls.
Ron Harper, Dennis Rodman, Tony Kukoc, Pippen, etc. Est-ce que la transmission du talent de Steve Kerr en tant que meneur de jeu s'est facilement faite avec Stephen Curry également? C'est-à-dire que comme lui fut un bon meneur de jeu autour des Bulls avec Jordan, etc. à l'époque, on se souvient bien, et aujourd'hui il a un véritable phénomène, Stephen Curry, qui a bien sûr galéré à ses tout débuts, on le voit encore avoir du mal quand il essaie de se défendre face à Iverson. Est-ce que la transmission a été facile entre Steve Kerr, selon vous, et Stephen Curry? Oui, je pense qu'elle a été facile. Steve Kerr, déjà ayant gagné des titres avec les Bulls de Chicago et également les Spurs de San Antonio, dont il savait un peu ce qu'il fallait pour aller chercher un titre. Sûrement, il a pu enseigner ça à ses joueurs au vestiaire. Est-ce que c'est courant, un meneur de jeu qui porte une équipe? C'est pas courant. Les Jason Kidd à Dallas, c'était bon, ils avaient des qualités, mais ils n'étaient pas les seuls à porter l'équipe. C'est pas si courant, ça, des meneurs de jeu qui portent. Généralement, ce sont des éléphants ou des pivots qui parviennent à le faire. Oui, oui, mais maintenant, la NBA, on l'a constaté lors de cette saison, ne dépend plus beaucoup des intérieurs. Ça, c'était avant ça. Maintenant, on a des ailiers comme LeBron James qui peuvent jouer à toutes les positions. On a des arrières comme Stephen Curry ou alors Derrick Rose qui malheureusement a été un peu amputé par une blessure toute la saison. Et on a d'autres comme Chris Paul parce que également la série contre San Antonio, les Clippers ont beaucoup bénéficié de l'apport de Chris Paul. Et également on a Houston, James Harden qui est un arrière. Donc vous constatez que ce ne sont plus les intérieurs qui dominent. C'est déjà un phénomène assez courant actuellement en NBA. Et alors Stephen Curry reste lui parce qu'avec son père aussi, rappelons-le, hein, son père qui était aussi... oui, Del Curry. Del Curry, effectivement, qui est aussi un excellent basketteur. On l'a vu pendant cette finale qui allait tout le temps... D'ailleurs, qui est consultant sur un média américain, qui était tout le temps auprès de son fils. Pensez que pour Stephen Curry, qui est aujourd'hui considéré comme, entre guillemets, la star de cette saison, pas forcément la star de la NBA, ça a été un plus pour lui? C'était un avantage parce que dès le très bas âge, il a traîné avec ce monde-là. Il voyageait, il allait aux entraînements, il côtoyait son papa, il côtoyait les coéquipiers. Son petit frère et lui étaient présents chaque fois et à la maison également, ils avaient des séances de tir. Cette année, il a terminé meilleur joueur de la NBA également. Donc c'était un avantage, un atout majeur pour lui. Maintenant, les autres doivent travailler. Et puis on verra ce que ça va donner l'année prochaine. Alors vous qui avez été du côté des États-Unis et qui avez connu aussi le basket universitaire, notamment la NCAA, bon, j'ai aucune idée. Hein. Je me dis bien, chaque année on voit bien les champions. Un coup c'est les Warriors, un coup c'est les Heat de Miami, etc. Qu'est-ce que ça fait selon vous lorsqu'on est aux États-Unis et qu'on est champion d'une ligue comme celle-là, en termes d'émotion, en termes de respect, en termes de notoriété? Qu'est-ce que cela peut être? Parce qu'on a vu des images qui ont fuité et on a trouvé Stephen Curry dans un avion avec ses coéquipiers, couché au sol, avec le trophée, comme un gamin, mais tout simplement un grand gamin qui est champion de la NBA. Ce sont des images qui ont toujours été comme ça. Chaque fois qu'une équipe gagne, elle voyage avec le trophée, les joueurs sont là, ils embrassent le trophée, ils le serrent contre eux. Dans les vestiaires, ils ouvrent les bouteilles de champagne, ils arrosent un peu partout. Donc, Steph Curry, il a juste continué dans la lignée des précédents, de ses prédécesseurs, des meilleurs joueurs comme Michael Jordan, comme Magic Johnson, qui l'ont également fait, comme Kobe Bryant, comme Shaquille O'Neal, qui l'ont fait également avant lui. Très bien. Alors, un mot de Georges Gibbous avant que Chadou Gazdemba ne réagisse, oui. Par rapport à votre dernière réaction, il est évident qu'être champion dans une compétition comme la NBA aux États-Unis, c'est énorme. Maintenant, ce que je voulais dire, contrairement peut-être à ce que disait Yves, moi je suis un peu resté sur ma faim, un peu en termes de spectacle, mais parce que je me suis dit, bon, moi j'ai vu une équipe battre une personne. J'ai vu une équipe battre LeBron James qui s'est donné jusqu'à la limite de ses possibilités. Et c'est pour ça que je dis le sport il est quelquefois cruel et on se souvient très peu des perdants et on fera hommage aux vainqueurs. Que LeBron James ne soit pas MVP de ces finales juste parce qu'ils ont perdu, moi j'ai trouvé ça quand même assez dur parce que s'il y a le meilleur joueur pour battre ces finales, c'était LeBron James. Mais c'est justement le fameux principe. On en parlait tout à l'heure en foot. On en parlait tout à l'heure en foot, Georges Gibbous. On en parlait tout à l'heure en foot. Le nivellement vers le haut. Qu'est-ce que ça peut représenter à des jeunes, à des personnes qui suivent cette compétition? De se rendre compte qu'on attribue le titre de meilleur joueur à celui qui n'a pas remporté. Ça n'a pas de sens, Georges Gibbous. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est curieux. Permettez-moi de vous interpeller parce que
ce que vous n'avez pas accepté en foot, dans le premier sujet, vous voulez l'accepter en basketball? Non, je ne suis pas c'est juste... C'est pour ça que je dis c'est la dure loi du sport. Ah, ok, c'est-à-dire d'accord. qu'on récompense celui qui a permis, celui qui a le plus contribué au couronnement de son équipe. Et pour le coup, est-ce que ça a été André Iguodala? Je ne sais pas, mais je pense qu'il a quand même été le facteur X. C'est-à-dire que c'est la personne, c'est celui qu'on n'attendait pas et qui a largement contribué qui a été le plus de son équipe. Mais ce que je dis, c'est que LeBron James, sur l'ensemble des matchs, sur chaque match qu'on regardait, pour ceux qui ont suivi les matchs, le meilleur joueur sur le terrain, c'était LeBron James. Maintenant, moi, quand je dis je suis resté sur ma fin, c'est que j'aurais quand même été curieux de voir ce que ces Warriors auraient fait en face d'une équipe complète. C'est-à-dire qu'avec un Kevin Love et avec un Irving sur pied, avec LeBron James, avec deux lieutenants quand même assez forts à ses côtés, parce que moi, je revoyais encore le dernier match tout à l'heure. Le nombre de fois LeBron James a le ballon et ses 4 coéquipiers sont tous en dehors du cercle, en train d'attendre de voir ce qu'il va faire, c'est quand même incroyable. Et au bout d'un moment, physiquement, il ne le tenait plus. On l'avait fait un dunk et il avait même du mal à se réceptionner sur ses jambes. Moi, ça m'a fait de la peine pour lui et je crois qu'il faut... je voulais juste prendre la parole pour le rendre hommage parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel quand même durant ces finales. Oui, en fait, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec Georges. Quant à la performance de LeBron James lors de ces finales, lors de ces 6 matchs, il faut préciser que sur les 6 matchs, il avait une moyenne de 36 points, 13,5 rebonds et 9 passes décisives, ce qui est très exceptionnel. Mais également, il faut également préciser que cette moyenne, il les a eues parce que justement, ces deux lieutenants, Kevin Love et Kyrie Irving, n'étaient pas là. Il s'est retrouvé obligé de faire un peu tout le boulot tout seul. Et lors de sa conférence de presse d'après-match, il a dit « We run out of talent ». On n'avait pas suffisamment de talent pour matcher la jeunesse et la fougue de ceux de Golden State. Maintenant, Golden State a bénéficié de circonstances atténuantes parce que pendant tout leur parcours, ils ont joué contre des équipes qui étaient diminuées. Je ne voudrais pas remettre en cause leur victoire, mais il faut dire les faits comme ils sont. Premier tour contre les New Orleans, le meneur des Pelicans n'était pas là. Également contre l'équipe, les Grizzlies de Memphis. Ils ont joué contre un meneur qui était blessé. Contre Houston, c'était la même chose. Il faut de la réussite pour obtenir des titres, Yves Godot. Et il faut aussi beaucoup de chance. Il faut aussi beaucoup de chance. Et dans le sport, la chance, ça compte beaucoup. On a vu plusieurs joueurs qui étaient très talentueux, mais qui n'ont pas eu la chance d'accéder au très haut niveau. Ce n'est pas toujours parce qu'on a gagné qu'on est le meilleur. Ça peut être ça a aussi été un temps soit peu aussi votre cas dans le basket. Allez, alors... Après, je voulais juste aussi quand même saluer la performance de Steve Kerr. Ouais. Chaque fois qu'il a été présent dans une finale, il a gagné. Que ce soit comme joueur, que ce soit comme entraîneur. Il n'a jamais perdu une finale. Ça, c'est des sportifs assez chanceux. La transition a tout trouvé. Hein. Je voulais juste m'appesantir sur la performance parce que s'il y a un homme dans cette finale qu'il faut féliciter, c'est Steve Kerr. Steve Kerr, de Yves Godot tout à l'heure, qui n'a pas pu exploiter ici, était surtout que Steve Kerr, certes, il était meneur avec les Bulls. Il a vu jouer Michael Jordan et c'était au plus haut de la performance, au plus haut de la rivalité Michael Jordan-Karl Malone. Alors, lorsque vous avez en face quelqu'un qui a presque le même profil, on parle de LeBron James, il sait un tout petit peu quelles sont les attitudes de LeBron, comment il va demander le ballon, en plus des vidéos d'aujourd'hui. Je crois que c'est une victoire. Encore que Golden State était quand même dans une abstinence de 40 ans. Sans trophée, le dernier trophée remonté en 1975, ça faisait beaucoup. Et Stephen Curry également, lui, qui vient apporter sa pierre à l'édifice, parce que Georges fait bien de souligner que dans cette finale-là, LeBron James a été meilleur que Stephen Curry, malgré la défaite. Mais maintenant, Stephen Curry, il a été drafté en 7e position en 2009-2010. Oui, il a été drafté en 7e position. Ça a mis du temps à prendre la mayonnaise. Aujourd'hui, c'est le fruit d'un long travail. Mais il était déjà meilleur marqueur NCAA quand il était quand il quittait le 8-4. Donc c'est un scoreur né, quoi. Après, c'est une équipe, moi je trouve que c'est l'aboutissement quand même dans leur travail. Le président s'appelait Jackson. Oui, Mark Jackson, qui est commentateur à la télévision. Il a commencé quand même un travail et Steve Kerr a eu l'intelligence de continuer sur cette lancée, de s'appuyer sur plus ou moins la même équipe et de continuer. Et voilà, avec un peu de réussite et de chance, ils ont un aboutissement. Pour les purs fans de NBA, ça fait bizarre de voir les Golden State Warriors champions de NBA. Battre sur tous les Cavs.
Voilà, mais comme il l'a dit, rappelons qu'ils ont fait une magnifique saison. Je crois qu'ils ont fait 83 victoires quand même. Il n'y a que les Bulls qui avaient fait ça la dernière fois. Non, ils ont pas fait 71 victoires voilà, sur 82 ou 83 matchs. Ouais. Voilà, c'est quand même un pourcentage assez intéressant. Justement, on en profite, messieurs, pour évoquer le prochain sujet de Samedi Sport. Le jeudi 2 juillet à 21h30, ne pas manquer ce Samedi Sport. Comment rendre le championnat camerounais attractif, les pistes, les solutions, la responsabilité marketing, le rôle des médias, la formation des joueurs et surtout le rôle régalien de l'État-providence. Ce sera à suivre pour la prochaine édition de Samedi Sport. Alors, on vous remercie, messieurs, d'avoir une fois de plus été présents à cette édition, notamment Charles de Gaz Demba, Georges Gimbos et Yves-Lionel Gounod, et bien sûr l'ensemble de tous ceux qui participent de près ou de loin à la réussite de cette émission. En tout cas, nous, sur ce plateau, sachez que nous, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Decimos no al racismo. Nee tegen racisme. Nein zu Rassismus. Non au racisme. Non à le racisme. No to racism.